تسأل علي كتير وبتحبني، تسأل علي كتير وبتحبني، بعرف هالحكي حافظة هالحكي، كل الحكي حلو ومع إنه حلو ليش بيضلوا إحساسي اللي لا في شي بده يصير في شي. Fédéralistes vont pouvoir parler, c'est intéressant la phase fédéraliste. On a voulu montrer que chaque ethnie, enfin les sunnites, les chiites et les kurdes avaient un rapport au pouvoir, donc on a fédéralisé l'Irak, mais en réalité on a donné le pouvoir aux chiites et on a marginalisé les sunnites qui étaient au cœur de l'État, au cœur de l'armée. Et donc il y a eu un renversement historique très, très lourd, très profond entre chiites et sunnites à partir de 2003-2005. Et c'est pas par hasard peut-être si Daesh est ancré chez les sunnites, s'il y a un support sunnite par rapport à Daesh, nous voyons que ça vient de loin. Et on peut parler d'une autre forme d'État qui ne va pas aller très loin aujourd'hui, avec un pouvoir qui longtemps, enfin depuis ces années 2005, a été très sectairement chiite. Avec la troisième dimension kurde, qui a réussi depuis plus de 20 ans à avoir son autonomie et d'avoir quelque chose qui ressemble pratiquement à un État kurde indépendant. Ce n'est pas un État kurde indépendant, mais de facto, ils ont une armée, une bureaucratie, etc. Donc on a là une intervention extérieure. Cette intervention extérieure, elle a fini par, je dirais, casser ce qui avait été à peine construit, et ça nous donne à voir ce que je crois être profondément l'Irak, c'est-à-dire que ça n'a jamais été un État-nation construit, jamais. Il faut voir les répressions terribles contre les chiites pendant très longtemps, les répressions terribles contre les Kurdes. Je vous rappelle qu'en 1988, par exemple, il y a eu des armes chimiques qui ont été utilisées contre les Kurdes. Enfin, on est vraiment loin d'un État-nation. Donc on a là un autre épicentre, évidemment, qui vient comment dirais-je, compliquer d'une manière terrible la situation qui déjà l'était. Donc on a au moins trois foyers différents. J'en ajouterai un quatrième, alors, qui n'est pas dans notre schéma, mais qui est important, qui est le rôle de l'Iran, sur lequel je reviendrai, et sur la question du nucléaire iranien. Et c'est depuis plusieurs années, depuis maintenant 2002 pour être précis, il y a une tension très forte qui est liée cette fois-ci à un autre aspect des choses, qui est le fait que les Iraniens veulent enrichir leur uranium sans pour autant accepter l'idée qu'ils veulent faire une arme nucléaire. Alors c'est tout un débat, et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est-à-dire on est le 27-28 mai, on est à un mois, sans doute, d'un accord historique, c'est pas signé, mais on a toutes les chances de voir un accord historique sur la question nucléaire, dont les négociations remontent, je le répète, à 2002-2003. Et donc on aura peut-être là un foyer qui va se calmer, avec évidemment beaucoup de conséquences géopolitiques par rapport au rôle de l'Iran, si l'Iran rentre dans le jeu et accepte toutes les garanties qui sont exigées de lui en termes d'enrichissement nucléaire. Donc voilà, donc on est dans ma deuxième idée, c'est-à-dire il y a plusieurs conflits différents, mais dans une région, pour essayer de reprendre avec ma première partie, dans une région qui est fondamentalement fragile, dans une région où il y a des États sans nation, des nations sans État, et où les États-nations comme l'Iran, évidemment, ou la Turquie, ou l'Arabie Saoudite, jouent un rôle majeur, qui ne sont pas affectés directement par ce type de contradiction. Mais enfin, troisième idée, il me reste 10 minutes, troisième idée, c'est les conséquences, alors elles sont multiples, et je voudrais simplement en évoquer quelques-unes. J'en évoquerai 3, simplement, dans ce tour d'horizon très rapide. Le premier, c'est dès lors qu'il y a effondrement des États, il y a une formidable privatisation de la violence. Et on se retrouve aujourd'hui dans un schéma géopolitique où il y a des acteurs qui ne sont plus des États et qui ont de la puissance. Et là, on pourrait s'arrêter presque catégorie par catégorie pour voir tous ces acteurs qui sont capables d'avoir une influence politique par leur capacité militaire. Et ils sont extrêmement différents.
On a le Hamas, on a le Hezbollah, on a Daesh, on a Jabhat al-Nusra, on a de nombreux acteurs. Et ce qui est important, c'est que ne pas les confondre. Et bien entendu, dans le langage politique, il y a une volonté de tout lisser. Moi, j'ai eu plein de débats avec des gens des acteurs qui mettaient tout le monde dans le même sac. C'est pratique, tous sont des terroristes, tous sont des dangereux. Le Hamas, c'est Daesh. Enfin, des confusions de ce type. Mais j'ai eu à discuter de tout ça, alors qu'en fait, on est dans des débats tout à fait différents. Et par exemple, le Hamas, c'est aussi, on entend, c'est aussi une organisation nationale. Ils ont des objectifs nationaux parce que ça se situe, et là on revient à ma première partie, ça se situe dans le cadre d'une nation sans État, même si c'est plus compliqué que ça. Donc si on revient aux premières données tout à l'heure, on peut les placer, ces acteurs, par rapport à ces logiques complexes que j'évoquais tout à l'heure. Donc, privatisation de la violence avec effondrement des États, c'est une première caractéristique tout à fait importante. La seconde caractéristique qui me paraît aussi très importante, c'est la confessionnalisation, la communautarisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on croyait enfoui revient en force, un peu partout, de différentes manières. On a vraiment aujourd'hui des combats qui trouvent des lignes de fractures identitaires, et c'est extrêmement compliqué, les fractures identitaires, parce que ça tient à la fois aux individus, mais ça tient aussi aux instrumentalisations politiques qu'on en fait. Ça tient aux individus parce que je crois que beaucoup de gens, même s'ils veulent s'échapper de leur communauté, en fait, ne peuvent pas aller bien loin, parce que dans une situation de violence, quand on s'échappe de sa communauté, de son groupe tout simplement, on est vite ramené, soit par les autres, qui vous considèrent comme sunnite, comme chiite, comme kurde, soit par sa propre communauté qui n'accepte pas qu'on s'écarte. Donc sur le plan individuel, ça pose des questions tout à fait importantes. Et dans tout le secteur, y compris au Liban, dont je n'ai pas encore parlé, parce que pour l'instant, il est dans une secousse qui ne l'a pas complètement déstabilisé, mais au Liban, on sent bien aussi que les séparations, les contradictions communautaires sont à nouveau très fortes, beaucoup plus fortes qu'elles ne l'étaient dans les années 70. Les jeunes Libanais avec qui on peut discuter aujourd'hui se sentent libanais d'abord, bien sûr, mais aussi maronite, chiite, et la question qu'on pose. Moi, j'étais à Beyrouth il y a quelques jours, je parlais avec des jeunes et je leur disais, bon, vous êtes libanais, bien sûr, mais tu accepterais, toi, maronite, d'épouser une chiite? Et ça, c'est la question qui varie de lui, c'est un bon élément de réflexion sur ce sujet-là. Bref, il y a une confessionnalisation importante au niveau des individus. Puis l'autre aspect que j'évoquais à l'instant, c'était l'idée d'instrumentalisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des acteurs extérieurs qui manipulent, qui instrumentalisent politiquement ces différenciations confessionnelles, avec évidemment deux pôles qui sont les pôles iraniens et les pôles saoudiens, qui vont jouer sur ces contradictions. Et donc la confessionnalisation, elle est exactement à rebours de tout ce qu'on pourrait imaginer en termes de construction État-nation. Je disais qu'il y avait l'État sans nation, mais avec cette confessionnalisation, c'est bien difficile d'imaginer comment est-ce qu'on peut construire un État-nation. Et il y a eu des périodes pourtant où, y compris en Irak, on pouvait penser qu'il y avait des éléments de construction nationale. Par exemple, à une époque, dans les années 60, beaucoup de chiites étaient au Parti communiste, parce qu'ils pensaient que c'était un moyen, par les questions sociales, de construire une nation. Enfin, il y avait ces illusions-là. Elles ont été complètement écrasées. Maintenant, les chiites sont plutôt dans les partis identitaires. Donc on est dans ces reculs, je ne sais pas comment les nommer. En tout cas, c'est très fort. Et puis, cette confessionnalisation, on la retrouve en Israël aussi, avec un repli identitaire très fort du gouvernement qui veut un État juif. Un État juif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend un État juif, mais ça veut dire aussi que tous les Arabes qui sont citoyens israéliens n'ont plus voix au chapitre. Et donc on est dans une contradiction très forte entre l'idée d'État juif telle que Netanyahu la pense et veut la mettre en œuvre, et une réalité véritablement démocratique. Bien entendu, on est dans le recul complet, sans parler évidemment des territoires palestiniens occupés, et sans parler de ce qui se passe à Jérusalem. Donc on est là aussi dans ces replis identitaires très forts, comme si toute la région était très très éloignée aujourd'hui de ce qu'on peut penser comme État-nation, même si quand on parle d'État-nation, ici on devait revenir à 1915, 1916, 1922, comment les États-nations se sont construits. Si on est en 1915 en Turquie, en 1922 à Smyrne, eh bien il est clair que les contractions nationales sont d'une très grande violence. C'est le génocide arménien, c'est les champs des populations. Il faut jamais oublier qu'en janvier 1923, il y a eu des champs de population, que tous les Grecs orthodoxes ont dû partir, et que
les Grecs musulmans sont venus. Bref, l'idée d'un État-nation, ça veut dire aussi quelque part de l'épuration ethnique sous différentes formes. Donc c'est compliqué. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui semble dominer, c'est la confessionnalisation, même là où ceux-là même qui ont, par exemple, si on prend les Syriens, au départ, je me souviens très bien, et vous vous en souvenez aussi, de la révolte syrienne, nos amis syriens de l'opposition disaient il n'est pas question de violence, il n'est pas question de confessionnalisation, nous sommes Syriens, nous sommes un seul peuple. Et ça a été progressivement instrumentalisé par le pouvoir, et aujourd'hui c'est de plus en plus confessionnalisé, avec un pouvoir à la vie. Donc on est vraiment dans ce registre de la confessionnalisation qui nous éloigne qui nous éloigne énormément de toute idée de construction nationale, dont je dis d'ailleurs que je ne vois pas très bien comment elle a été faite, sauf à prendre tel ou tel exemple particulier. Et enfin, le troisième point, c'est pour dire que, évidemment, tout ceci se fait dans une géopolitique de l'instrumentalisation et de l'ingérence extérieure. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, nous avons un effondrement de ce qui était autrefois les capitales arabes importantes, comme Damas, comme Bagdad, comme le Caire. Et aujourd'hui, ces capitales arabes, elles sont totalement marginalisées pour toutes ces raisons. Et les polarisations dans la région se font surtout autour de Téhéran et se font autour de l'Arabie Saoudite et peut-être du Golfe. Et nous avons là des oppositions géopolitiques qui se doublent d'éléments confessionnels, chiites, sunnites. On parle de ce fameux arc chiite auquel je ne crois pas trop, mais c'est vrai qu'il y a une réalité. Les Iraniens sont extrêmement présents en Irak, ils sont extrêmement présents en Liban, ils sont extrêmement présents en Syrie, bien entendu. Et donc on est dans ce jeu très important, très dur, ça se passe au Yémen aussi, entre Téhéran et puis l'Arabie Saoudite. Et si on élargit le cercle, si on sort des ingérences régionales, si on prend les ingérences internationales, il y a deux choses qui me paraissent tout à fait importantes. C'est la détermination russe et l'absence occidentale. Non pas que je veuille absolument que les Occidentaux aient un rôle, mais revenons sur ces deux points. C'est la détermination russe, et les Russes depuis le début sont extrêmement présents, en particulier en Syrie, et soutiennent Bachar à fond, se servent sans doute du Moyen-Orient et de ce qui passe aujourd'hui pour réaffirmer la puissance russe. En tout cas, la Russie, depuis plusieurs années, n'a pas changé de ligne par rapport à tout ça. Et face à l'Iran, face à la Russie, les Occidentaux ont fait de tout et n'importe quoi. Alors les États-Unis se sont assez largement, non pas désengagés du Moyen-Orient, ça c'est absurde, ils sont encore très présents, mais en tout cas, il y a évidemment un mouvement de retrait qui a été opéré par l'administration Obama, et on voit bien qu'il ne veut plus intervenir sur le plan militaire, et on peut le comprendre. Sauf que lorsque Obama dit qu'il va intervenir en août 2013 si Bachar el-Assad utilise des armes chimiques, et que finalement, sachant pourtant qu'il vient de le faire, que Bachar utilise des armes chimiques, eh bien, les États-Unis font demi-tour, c'est absolument dramatique. L'importance de ce moment de août 2013 est tout à fait crucial. Il faut en parler à l'opposition syrienne notamment. Ça va permettre à Bachar de continuer à tuer, mais pas avec des armes chimiques. Donc c'est vraiment un moment tout à fait essentiel. Les Européens, là-dedans, je crois que si on devait en parler, il faudrait simplement faire une minute de silence. C'est-à-dire que les Européens ne pensent pas le Moyen-Orient, ne réfléchissent pas. Il n'y a pas de politique européenne au Moyen-Orient. Autant on les a vus à l'œuvre quand on parlait de 1920, enfin en tout cas des empires coloniaux, non pas que ce soit un retour des empires coloniaux, mais on voit bien l'inconsistance de la politique européenne. La politique européenne, c'est quoi finalement? C'est le plus petit dénominateur commun entre les 28. Ça veut dire quoi, le plus petit dénominateur commun? Ça veut dire on va vers l'insignifiant. Ça veut dire que la politique européenne est insignifiante. Et dans tout ça, la France, et pour terminer avec la France a une politique. Alors c'est un autre sujet, enfin, mais c'est vrai que la France a essayé de se positionner à 2-3 reprises, mais seule, elle va pas bien loin. Par exemple, en août 2013, la France avait une politique assez cohérente. Elle souhaitait intervenir aux côtés des Américains et des Britanniques. On se souvient du scénario. Les Britanniques ont d'abord, par leur Parlement, qui se souvenaient de l'affaire du mensonge d'État de Blair, ont finalement
dit non, le Parlement a dit non, la Chambre des communes a dit non, puis ensuite les Américains, et en l'espace de quelques heures, la France